Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, c'est mon habitude d'aller sur les 5 heures du soir me promener au Palais Royal. C'est moi qu'on voit toujours seul, rêvant sur le banc d'Argenson. Je m'entretiens avec moi-même de politique, d'amour, de goût ou de philosophie. J'abandonne mon esprit à tout son libertinage. Je le laisse maître de suivre la première idée sage ou folle qui se présente, comme on voit dans l'allée de foie nos jeunes dissolus marcher sur les pas d'une courtisane à l'air éventé, au visage riant, à l'œil vif, au nez retroussé, quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s'attachant à aucune. Mes pensées, ce sont mes catins. Si le temps est trop froid ou trop pluvieux, je me réfugie au café de la Régence. Là, je m'amuse à voir jouer aux échecs. Paris est l'endroit du monde, et le café de la Régence est l'endroit de Paris où l'on joue le mieux à ce jeu. C'est chez Ray que font assaut le Gall le profond, Philidor le subtil, le solide Maillot, qu'on voit les coups les plus surprenants et qu'on entend les plus mauvais propos. Car si l'on peut être homme d'esprit et grand joueur d'échecs, comme le Gall, on peut être aussi un grand joueur d'échecs et un sot, comme Foubert et Maillot. Un après-dîner, j'étais là, regardant beaucoup, parlant peu, et écoutant le moins que je pouvais, lorsque je fus abordé par un des plus bizarres personnages de ce pays où Dieu n'en a pas laissé manquer. C'est un composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison. Il faut que les notions de l'honnête et du déshonnête soient bien étrangement brouillées dans sa tête, car il montre ce que la nature lui a donné de bonne qualité, sans ostentation, et ce qu'il en a reçu de mauvaise, sans pudeur. Au reste, il est doué d'une organisation forte, d'une chaleur d'imagination singulière et d'une vigueur de poumon peu commune. Si vous le rencontrez jamais et que son originalité ne vous arrête pas, ou vous mettrez vos doigts dans vos oreilles, ou vous vous enfuirez. Dieu, quel terrible poumon! Rien ne dissemble plus de lui que lui-même. Quelquefois, il est maigre et hâve, comme un malade au dernier degré de la consomption. On compterait ses dents à travers ses joues. On dirait qu'il a passé plusieurs jours sans manger ou qu'il sort de la trappe. Le mois suivant, il est gras et replet, comme s'il n'avait pas quitté la table d'un financier ou qu'il eût été renfermé dans un couvent de Bernardins. Aujourd'hui, en linge sale, en culotte déchirée, couvert de lambeaux, presque sans souliers, il va la tête basse, il se dérobe, on serait tenté de l'appeler pour lui donner l'aumône. Demain, poudré, chaussé, frisé, bien vêtu, il marche la tête haute, il se montre, et vous le prendriez au peu près pour un honnête homme. Il vit au jour la journée, triste ou gai selon les circonstances. Son premier soin le matin, quand il est levé, est de savoir où il dînera. Après dîner, il pense où il ira souper. La nuit amène aussi son inquiétude, où il regagne à pied un petit grenier qu'il habite, à moins que l'hôtesse ennuyée d'attendre son loyer ne lui en ait redemandé la clé, ou il se rabat dans une taverne du faubourg où il attend le jour, entre un morceau de pain et un pot de bière. Quand il n'a pas si seul dans sa poche, ce qui lui arrive quelquefois, il a recours soit à un fiacre de ses amis, soit au cocher d'un grand seigneur qui lui donne un lit sur de la paille à côté de ses chevaux. Le matin, il a encore une partie de son matelas dans ses cheveux. Si la saison est douce, il arpente toute la nuit le cours ou les Champs-Élysées. Il reparaît avec le jour, à la ville, habillé de la veille pour le lendemain, et du lendemain quelquefois pour le reste de la semaine. Je n'estime pas ces originaux-là. D'autres en font leur connaissance familière, même leurs amis. Ils m'arrêtent une fois l'an quand je les rencontre, parce que leur caractère tranche avec celui des autres, et qu'ils rompent cette fastidieuse uniformité que notre éducation, nos conventions de société, nos bienséances d'usage ont introduite. S'il en paraît un dans une compagnie, c'est un grain de levain qui fermente et qui restitue à chacun une portion de son individualité naturelle. Il secoue, il agite, il fait approuver ou blâmer, il fait sortir la vérité, il fait connaître les gens de bien, il démasque les coquins. C'est alors que l'homme de bon sens écoute et démêle son monde. Je connaissais celui-ci de longue main.
Il fréquentait dans une maison dont son talent lui avait ouvert la porte. Il y avait une fille unique. Il jurait au père et à la mère qu'il épouserait leur fille. Ceux-ci haussaient les épaules, lui riaient au nez, lui disaient qu'il était fou, et je vis le moment que la chose était faite. Il m'empruntait quelques écus que je lui donnais. Il s'était introduit, je ne sais comment, dans quelque maison honnête où il avait son couvert, mais à la condition qu'il ne parlerait pas, sans en avoir obtenu la permission. Il se taisait et mangeait de rage. Il était excellent à voir dans cette contrainte. S'il lui prenait envie de manquer au traité, et qu'il ouvrit la bouche, au premier mot, tous les convives s'écriaient « Oh, Rameau !» Alors la fureur étincelait dans ses yeux, et il se remettait à manger avec plus de rage. Vous étiez curieux de savoir le nom de l'homme, et vous le savez. C'est le neveu de ce musicien célèbre qui nous a délivrés du plein chant de Lully que nous psalmodions depuis plus de 100 ans, qui a tant écrit de visions inintelligibles et de vérités apocalyptiques sur la théorie de la musique, où ni lui ni personne n'entendit jamais rien, et de qui nous avons un certain nombre d'opéras où il y a de l'harmonie, des bouts de chant, des idées décousues, du fracas, des vols, des triomphes, des lances, des gloires, des murmures, des victoires à perte d'haleine, des airs de danse qui dureront éternellement, et qui, après avoir enterré le Florentin, sera enterré par les virtuoses italiens, ce qu'il pressentait et le rendait sombre, triste, hargneux, car personne n'a autant d'humeur, pas même une jolie femme qui se lève avec un bouton sur le nez, qu'un auteur menacé de survivre à sa réputation. Témoin Marivaux et Crébillon fils. Il m'aborde. « Ah, vous voilà, monsieur le philosophe. Et que faites-vous ici parmi ce tas de feignants? Est-ce que vous perdez aussi votre temps à pousser le bois? C'est ainsi qu'on appelle par mépris jouer aux échecs ou aux dames. » Moi. Non, mais quand je n'ai rien de mieux à faire, je m'amuse à regarder un instant ceux qui le poussent bien. Lui. En ce cas, vous vous amusez rarement. Excepté Le Gall et Philidor, le reste n'y entend rien. Moi. Et monsieur de Bissy, donc? Celui-là est en joueur d'échecs ce que mademoiselle Clairon est en acteur. Ils savent de ces jeux, l'un et l'autre, tout ce qu'on en peut apprendre. Vous êtes difficile, et je vois que vous ne faites grâce qu'aux hommes sublimes. Oui, aux échecs, aux dames, en poésie, en éloquence, en musique et autres fadesses comme cela. À quoi bon la médiocrité dans ces genres? À peu de choses, j'en conviens. Mais c'est qu'il faut qu'il y ait un grand nombre d'hommes qui s'y appliquent pour faire sortir l'homme de génie. Il est un dans la multitude. Mais laissons cela. Il y a une éternité que je ne vous ai vu. Je ne pense guère à vous quand je ne vous vois pas. Mais vous me plaisez toujours à revoir. Qu'avez-vous fait? Ce que vous, moi et tous les autres font, du bien, du mal et rien. Et puis j'ai eu faim et j'ai mangé, quand l'occasion s'en est présentée. Après avoir mangé, j'ai eu soif, et j'ai bu quelquefois. Cependant la barbe me venait, et quand elle a été venue, je l'ai fait raser. Vous avez mal fait. C'est la seule chose qui vous manque pour être un sage. Ouid. J'ai le front grand et ridé, l'œil ardent, le nez saillant, les joues larges, le sourcil noir et fourni, la bouche bien fendue, la lèvre rebordée et la face carrée. Si ce vaste menton était couvert d'une longue barbe, savez-vous que cela figurerait très bien en bronze ou en marbre? À côté d'un César, d'un Marc Aurèle, d'un Socrate? Non, je serais mieux entre Diogène et Phryné. Je suis effronté comme l'un, et je fréquente volontiers chez les autres. Vous portez-vous toujours bien? Oui, ordinairement, mais pas merveilleusement aujourd'hui. Comment? Vous voilà avec un ventre de silène et un visage qu'on prendrait pour son antagoniste. C'est que l'humeur qui fait sécher mon cher oncle engraisse apparemment son cher neveu. À propos de cet oncle, le voyez-vous quelquefois? Oui, passer dans la rue. Est-ce qu'il ne vous fait aucun bien? S'il en fait à quelqu'un, c'est sans s'en douter. C'est un philosophe dans son espèce. Il ne pense qu'à lui. Le reste de l'univers lui est comme d'un clou à soufflet. Sa fille et sa femme n'ont qu'à mourir quand elles voudront. Pourvu que les cloches de la paroisse qu'on sonnera pour elle continuent de résonner la 12e et la 17e, tout sera bien, cela est heureux pour lui. Et c'est ce que je prise particulièrement dans les gens de génie. Ils ne sont bons qu'à une chose. Passez cela, rien. Ils ne savent ce que c'est d'être citoyen, père, mère, frère, parent, ami. Entre nous, il faut leur ressembler de tout point, mais ne pas désirer que la graine en soit commune. Il faut des hommes, mais pour des hommes de génie, point. Non, ma foi, il n'en faut point. Ce sont eux qui changent la face du globe, et dans les plus petites choses.
la sottise est si commune et si puissante qu'on ne la réforme pas sans charivari. Il s'établit partie de ce qu'ils ont imaginé. Partie reste comme il était. De là 2 évangiles, un habit d'arlequin. La sagesse du moine de Rabelais est la vraie sagesse, pour son repos et pour celui des autres. Faire son devoir tellement quellement, toujours dire du bien de monsieur le prieur, et laisser aller le monde à sa fantaisie. Il va bien, puisque la multitude en est contente. Si je savais l'histoire, je vous montrerais que le mal est toujours venu ici-bas par quelque homme de génie. Mais je ne sais pas l'histoire, parce que je ne sais rien. Le diable m'emporte si j'ai jamais rien appris. Et si pour n'avoir rien appris, je m'en trouve plus mal. J'étais un jour à la table d'un ministre du roi de France qui a de l'esprit comme 4. Eh bien, il nous démontra clair comme 1 et 1 font 2 que rien n'était plus utile au peuple que le mensonge, rien de plus nuisible que la vérité. Je ne me rappelle pas bien ces preuves, mais il s'ensuivait évidemment que les gens de génie sont détestables et que si un enfant apportait en naissant sur son front la caractéristique de ce dangereux présent de la nature, il faudrait ou l'étouffer ou le jeter au cagnard. Cependant, ces personnages-là, si ennemis du génie, prétendent tous en avoir. Je crois bien qu'ils le pensent au-dedans d'eux-mêmes, mais je ne crois pas qu'ils osassent l'avouer. C'est par modestie. Vous conçûtes donc là une terrible haine contre le génie, à n'en jamais revenir. Mais j'ai vu un temps que vous vous désespériez de n'être qu'un homme commun. Vous ne serez jamais heureux, si le pour et le contre vous affligent également. Il faudrait prendre son parti et y demeurer attaché, tout en convenant avec vous que les hommes de génie sont communément singuliers, ou, comme dit le proverbe, qu'il n'y a point de grands esprits sans un grain de folie, on n'en reviendra pas. On méprisera les siècles qui n'en auront pas produit. Ils feront l'honneur des peuples chez lesquels ils auront existé. Tôt ou tard, on leur élève des statues, et on les regarde comme les bienfaiteurs du genre humain. N'en déplaise au ministre sublime que vous m'avez cité, je crois que si le mensonge peut servir un moment, il est nécessairement nuisible à la longue, et qu'au contraire, la vérité sert nécessairement à la longue, bien qu'il puisse arriver qu'elle nuise dans le moment. D'où je serais tenté de conclure que l'homme de génie, qui décrit une erreur générale, ou qui accrédite une grande vérité, est toujours un être digne de notre vénération. Il peut arriver que cet être soit la victime du préjugé et des lois, mais il y a 2 sortes de lois, les unes d'une équité, d'une généralité absolue, d'autres bizarres qui ne doivent leur sanction qu'à l'aveuglement ou la nécessité des circonstances. Celles-ci ne couvrent le coupable qui les enfreint que d'une ignominie passagère, ignominie que le temps reverse sur les juges et sur les nations, pour y rester à jamais. De Socrate ou du magistrat qui lui fit boire la ciguë, quel est aujourd'hui le déshonoré? Le voilà bien avancé. En a-t-il été moins condamné? En a-t-il moins été mis à mort? En a-t-il moins été un citoyen turbulent par le mépris d'une mauvaise loi? En a-t-il moins encouragé les fous au mépris des bonnes? En a-t-il moins été un particulier audacieux et bizarre? Vous n'étiez pas éloigné tout à l'heure d'un aveu peu favorable aux hommes de génie. Écoutez-moi, cher homme. Une société ne devrait point avoir de mauvaises lois. Et si elle n'en avait que de bonnes, elle ne serait jamais dans le cas de persécuter un homme de génie. Je ne vous ai pas dit que le génie fût indivisiblement attaché à la méchanceté, ni la méchanceté au génie. Un sot sera plus souvent un méchant qu'un homme d'esprit. Quand un homme de génie serait communément d'un commerce dur, difficile, épineux, insupportable, quand même ce serait un méchant, qu'en concluriez-vous? Qu'il est bon à noyer. Doucement, cher homme. Ça, dites-moi. Je ne prendrai pas votre oncle pour exemple. C'est un homme dur, c'est un brutal, il est sans humanité, il est avare, il est mauvais père, mauvais époux, mauvais oncle, mais il n'est pas assez décidé que ce soit un homme de génie, qu'il ait poussé son art fort loin, et qu'il soit question de ses ouvrages dans 10 ans. Mais Racine, celui-là certes avait du génie, et ne passait pas pour un trop bon homme. Mais de Voltaire, ne me pressez pas, car je suis conséquent. Lequel des 2 préféreriez-vous? Ou qu'il eût été un bonhomme, identifié avec son comptoir comme Briasson, ou avec son aune comme Barbier, faisant régulièrement tous les ans un enfant légitime à sa femme, bon mari, bon père, bon oncle, bon voisin, honnête commerçant, mais rien de plus?
ou qu'il eût été fourbe, traître, ambitieux, envieux, méchant, mais auteur d'Andromaque, de Britannicus, d'Iphigénie, de Phèdre, d'Athalie, pour lui, ma foi, peut-être que de ces deux hommes, il eût mieux valu qu'il eût été le premier. Cela est même infiniment plus vrai que vous ne le sentez. Oh, vous voilà, vous autres. Si nous disons quelque chose de bien, c'est comme des fous ou des inspirés, par hasard. Il n'y a que vous autres qui vous entendiez. Oui, monsieur le philosophe, je m'entends, et je m'entends ainsi que vous vous entendez. Voyons, eh bien, pourquoi pour lui? C'est que toutes ces belles choses-là qu'il a faites ne lui ont pas rendu 20 000 francs, et que s'il eût été un bon marchand en soie de la rue Saint-Denis ou Saint-Honoré, un bon épicier en gros, un apothicaire bien achalandé, il eût amassé une fortune immense, et qu'en l'amassant, il n'y aurait eu sorte de plaisir dont il n'eût joui, qu'il aurait donné de temps en temps la pistole à un pauvre diable de bouffon comme moi qui l'aurait fait rire, qui lui aurait procuré dans l'occasion une jeune fille qui l'aurait désennuyé de l'éternelle cohabitation avec sa femme, que nous aurions fait d'excellents repas chez lui, joué gros jeux, bu d'excellents vins, d'excellentes liqueurs, d'excellents cafés, fait des parties de campagne. Et vous voyez que je m'entendais. Vous riez, mais laissez-moi dire, il eût été mieux pour ses entours, sans contredit, pourvu qu'il n'eût pas employé d'une façon déshonnête l'opulence qu'il aurait acquise par un commerce légitime, qu'il eût éloigné de sa maison tous ses joueurs, tous ces parasites, tous ces fades complaisants, tous ces feignants, tous ces pervers inutiles, et qu'il eût fait assommer à coups de bâton par ces garçons de boutique l'homme officieux qui soulage, par la variété, les maris du dégoût d'une cohabitation habituelle avec leurs femmes. Assommer, monsieur, assommer. On n'assomme personne dans une ville bien policée. C'est un état honnête. Beaucoup de gens, même titrés, s'en mêlent. Et à quoi diable voulez-vous donc qu'on emploie son argent, si ce n'est à avoir bonne table, bonne compagnie, bon vin, belle femme, plaisir de toutes les couleurs, amusement de toutes les espèces? J'aimerais autant être gueux que de posséder une grande fortune sans aucune de ces jouissances. Mais revenons à Racine. Cet homme n'a été bon que pour des inconnus, et que pour le temps où il n'était plus. D'accord. Et pesez le mal et le bien. Dans 1000 ans d'ici, il fera verser des larmes. Il sera l'admiration des hommes dans toutes les contrées de la terre. Il inspirera l'humanité, la commisération, la tendresse. On demandera qui il était, de quel pays, et on l'enviera à la France. Il a fait souffrir quelques êtres qui ne sont plus, auxquels nous ne prenons presque aucun intérêt. Nous n'avons rien à redouter ni de ses vices, ni de ses défauts. Il eût été mieux sans doute qu'il eût reçu de la nature les vertus d'un homme de bien, avec les talents d'un grand homme. C'est un arbre qui a fait sécher quelques arbres plantés dans son voisinage, qui a étouffé les plantes qui croissaient à ses pieds. Mais il a porté sa cime jusque dans la nue. Ses branches... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.